d'un fiasco humanitaire, selon Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde. Il était l'invité d'RFI ce matin. Ce dispositif, lorsqu'il sera opérationnel, il couvrira à peine un dixième des besoins. Et c'est une manière pour les Américains de mettre en avant ce que j'appelle un paravent moral, un outil de communicationnel qui est, pour mon point de vue, de la poudre aux yeux en matière d'aide humanitaire, parce que ça répondra à une infime partie des besoins. Ce n'est pas fonctionnel aujourd'hui, et ça permet de montrer qu'on a une forme de sensibilité au sort des Gazaouis, tout en continuant à assumer de livrer des armes et de soutenir les massacres de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza. Donc il y a une forme d'inconsistance qui est absolument insupportable, de surcroît dans le contexte que vous avez rappelé, où il y a des risques de génocide accrus, selon la Cour internationale de justice. Et malgré cela, il n'y a pas une condamnation ferme de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est monstrueux, en fait. Le vice-président de Médecins du Monde au micro RFI de Julien Coquel-Rohem. En Nouvelle-Calédonie, la ville de Nouméa est repassée en totalité sous contrôle des forces de l'ordre, indique le ministère de l'Intérieur. Les élections européennes approchent à grands pas. Les Néerlandais seront les premiers à voter jeudi prochain. Les électeurs français, eux, sont appelés aux urnes le dimanche 9 juin pour élire 81 eurodéputés. En France, 49 500 000 personnes sont inscrites sur les listes électorales. C'est ce que nous indique l'INSEE. Pierre Olivier, un nombre d'électeurs en augmentation. Les Français sont 2 200 000 de plus à être inscrits sur les listes électorales que lors des dernières élections européennes en 2019. Une progression liée aux évolutions démographiques de la France. Les inscriptions automatiques des jeunes ayant atteint 18 ans ont été plus nombreuses que les décès. Au total, ce sont 95% des Français en âge de voter qui sont inscrits sur les listes électorales, une tendance stable. Si la grande majorité votera dans l'Hexagone, ils sont tout de même 1 600 000 Français installés à l'étranger, inscrits sur les listes électorales. Particularité de ces élections européennes, les ressortissants d'un autre État membre résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires. Ils sont 269 000 au total et le pays le plus représenté est le Portugal avec 88 500 inscrits. Enfin, un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé au Real Madrid. Il laissera passer la finale Dortmund-Real, diffusée en intégralité demain soir sur RFI, pour officialiser son arrivée dans la capitale espagnole en début de semaine prochaine. Information de nos confrères de l'AFP. Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas. Et si on allait aujourd'hui en Nubie, dans sa période médiévale? Comment cette région a-t-elle été au cœur de batailles d'influence entre religions? Je vous raconte cette histoire de la Nubie entre le 6e et le 15e siècle, des royaumes chrétiens à la domination islamique. Afrique, mémoire d'un continent. Dimanche à partir de 8h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce studio Café des Sports, comme chaque semaine, et un café qui promet d'être bien chaud puisque il va se passer des choses demain soir sur la planète football et des choses importantes. C'est The Final parce que ça se passe en Angleterre et quelle que soit la dimension, radio, Facebook Live, YouTube ou France 24, nous allons en débattre aujourd'hui avec d'abord nos fidèles qui sont là évidemment, j'imagine chacun dans un camp. Bonjour Rémi. Bonjour. Il a mis du blanc. Ah oui, c'est pour déjà dire que les anges sont au paradis, pendant que d'autres ont des chemises rouges sang, preuve qu'ils sont blessés. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Bonjour Xavier. Moi j'ai pris un peu de jaune là, j'en ai. Ah oui, on le voit pas beaucoup. Oui, il est là. On peut pas dire que ce soit... Non, on parle des chemises, Jaune et noir. Jaune et noir, comme par hasard en fait. Comme par hasard. Bonjour à tous. Bonjour David Lortolari. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors, heureux de vous recevoir aujourd'hui et vous allez
nous apporter toutes vos lumières sur, un plaisir partagé. Sur cette finale. Et puis nous sommes 2 filles en plateau aujourd'hui et ça n'arrive pas si souvent. Bonjour Sarah Lou. Bonjour Annie, bonjour à tous. Sarah Lou Bakouche qui est là et qui va suivre vos commentaires, vos réactions en direct. Et elles affluent déjà. Ouais, ça s'affole. Bon, il n'y a pas trop de surprises. Il y a une tendance à la Madrid. Sans trop de surprises. On est plutôt derrière vous, du côté des auditeurs, Rémi. Ne vous inquiétez pas, vous avez votre fan club aussi. Dans 3 quarts d'heure, la tendance aura changé. Nous allons voir ça. Parce que dans les débats du jour, justement, blanc meringué, donc comme Rémi, ou jaune et noir. Un rendez-vous en tout cas haut en couleur pour sûr que cette finale de Ligue des Champions demain soir à Wembley. Le Borussia Dortmund, invité surprise de ce match sommet d'une saison, pourra-t-il remporter la première coupe de son histoire et renverser un adversaire madrilène rompu, lui, à l'exercice. Les hommes d'Ancelotti disputeront la 17e finale de ce club à l'immense palmarès, mais les Allemands se sont préparés à ce défi inédit et Cédric de Oliveira est déjà sur place, nous allons vérifier d'ailleurs. La surprise bavaroise à Munich. Fini Tuchel, le Bayern en nouvelle compagnie. Et oui, Vincent Kompany, l'ancien grand défenseur des Citizens et international belge, aujourd'hui jeune entraîneur sans palmarès, au style de jeu offensif qui a séduit les dirigeants de l'ogre bavarois. Mais le Bayern a-t-il encore pris un risque cette saison ? Nous allons en parler justement et notamment avec l'aide de David Lortolari. Il y aura évidemment vos cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Saliou Diouf et une autre fille qui, elle, s'occupe de la réalisation radio, Alice Ménard. Et puis la réalisation vidéo, vous aviez Swell Kedir et Yann Bourdela, les habitués eux aussi de ce Café des Sports. Les débats sont ouverts. C'est terminé au Parc des Princes avec cette qualification méritée. Ce sera Dortmund qui ira à Wembley le 1er juin. Et oui, il y a beaucoup de symboles dans cette finale de la Ligue des Champions qui se déroulera donc samedi soir à Londres. D'abord parce que ça se déroule à Wembley, dans un stade au nom mythique en tout cas, et aussi à l'architecture, mais aussi parce que c'est le pays qui a codifié les règles du football et qui attend le dernier match finalement d'une série de Ligue des Champions, puisque la formule est déjà périmée. L'année prochaine, il y en aura une autre. En tout cas, l'affiche aussi est inédite entre, on le disait tout à l'heure, le Borussia Dortmund venu d'Allemagne pour une 3e finale à ce niveau du club. Et en face, évidemment, l'ogre, le Real Madrid, qui lui jouera sa 18e finale. Il faut savoir qu'ils en ont gagné 14 sur 17. Donc les erreurs sont quand même rares et en plus elles sont anciennes, on va y venir. En tout cas, Wembley, il y a un stade et il y a notre envoyé spécial. London is calling, juste à cet instant. Bonjour Cédric de Oliveira, vous nous entendez ? Salut les amis. Alors vous êtes devant le stade mythique. Est-ce que, Cédric, il y a déjà une sorte d'ambiance ? Est-ce que la température monte dans les rues de Londres ? Est-ce que vous avez senti ça déjà, croiser des supporters ? Alors oui, on en a croisé quelques-uns, mais vous savez, Londres, c'est très très étendu. Hein. C'est autre chose que Paris, par exemple. Donc en fait, les animations sont un petit peu réparties dans la capitale, dans les lieux emblématiques, notamment à Trafalgar Square, où il y a la fameuse réplique de la Ligue des Champions en grand, où eh bien, les fans de football peuvent aller se prendre en photo avec. Et puis, on a croisé aussi quelques légendes, notamment des anciens du Real Madrid, donc, à Kaka, à Gareth Bale, Claude Makelele, l'ancien du Real, qui connaît bien pour avoir joué à la vraie Ligue des Champions. Et puis, eh bien, on a des supporters des supporters du Real Madrid, un peu totalement, même si les Espagnols être un petit peu plus nombreux demain.
Cédric, je vais vous poser encore une question. Je vais en risquer une, mais la communication est vraiment pas très très bonne. Je voulais savoir si quand même dans cette finale qui oppose un club allemand à un club espagnol, les supporters anglais se sentent un peu concernés et concernés notamment bien du fait qu'il y ait d'un côté un Jude Bellingham et de l'autre Jadon Sancho, c'est-à-dire 2 internationaux anglais sur lesquels l'Angleterre compte dans l'Euro qui commencera bientôt. Oui, alors on discute ici beaucoup de Jude Bellingham et surtout parfois pas se blesser parce que en Angleterre on commence dans quelques semaines effectivement et on est bien fiers de les Anglais qui pensent que bien le Real va s'approcher. Cédric, on vous entend très mal. Cédric, je suis désolée, on va être obligé de couper la communication parce qu'on vous entend très très mal. Et je suis désolée, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que demain, à travers une ligne radio, vous serez en direct sur l'antenne de RFI pour relayer ce match en direct de Londres. Les amis, alors, on a cette finale, on va dire, inédite entre 2 clubs, souvent jaugée quand même ces derniers temps entre le Real très attendu, mais aussi le Borussia Dortmund. Ils se sont rencontrés déjà souvent quand même, David Lortolari. Avec des souvenirs retentissants pour certains, peut-être qui ont Lewandowski et sa carrière un peu à l'esprit, notamment une série de buts contre le Real qui était quand même surprenante, avec beaucoup de panache. C'était il y a quelques saisons, je me souviens plus exactement quelle saison, mais... C'est l'année où ils vont en finale. En 2013. 2013. Avec des scénarios assez improbables. 2013 où effectivement le Borussia va éliminer le Real. Ah voilà, c'est ça, l'année où ils vont en finale, à Wembley d'ailleurs. Et c'est l'un des arguments auxquels font appel un petit peu les supporters pour dépasser le simple cadre du terrain et pour se rassurer par rapport au rapport de force. Ouais, c'était Dortmund-Bayern Munich, 2013, et sur la pelouse de Wembley déjà. Il y avait eu quelques scénarios comme ça, un peu... chevaleresque, et c'est un point commun avec cette saison, puisque Dortmund, par exemple, contre l'Atlético de Madrid, a renversé une situation qui n'était pas favorable. Et peut-être c'est là-dessus, on va y venir bien sûr, sur les arguments que peut avoir ce club, mais c'est là-dessus qu'on s'appuie pour avoir un espoir. En tout cas, on voulait justement, évidemment, il y a le Real de Madrid avec ce palmarès absolument incroyable, avec ses 14 coupes, avec beaucoup de choses qui en font un des favoris. Est-ce que nos auditeurs sont déjà... disons, ont déjà des remarques à faire sur cette rencontre, Sarah Lou? L'avis majoritaire, évidemment, penche, comme je vous l'ai dit, en faveur du Real Madrid. Mais, il y a des personnes Dortmund qui... a ses supporters aussi. Il y a des supporters de Dortmund, et notamment du buteur Sébastien Haller, qui est énormément encouragé, notamment par Pauline Coffey, qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Allez, bonne chance à Dortmund de mon champion Sébastien Haller. Le but de la victoire, il sera marqué par Haller. Et on salue également votre montre jaune, Xavier, même si... Ça n'a pas échappé. On supporte également beaucoup Rémi dans les commentaires. La chemise blanche de Rémi. La chemise blanche de Rémi, bien saluée également. Vous savez qu'il a le maillot du Barça, et après avoir eu le maillot de Manchester City, prochainement il aura le maillot de... Je lis le commentaire de Fred Solfred qui nous écrit de Dakar. Xavier finira par porter tous les maillots des clubs pour essayer de rivaliser avec le plus grand club du monde. C'est pas moi qui le dis. Alors, en tout cas, cette finale semble déséquilibrée sur le papier. Pourquoi croire en un suspense de 90 minutes, voire 220 minutes, Xavier Barré? Pour 3 bonnes raisons. La première, c'est que le Borussia Dortmund a remporté cette Ligue des Champions en 1997. Je ne remonte pas jusqu'au calendrier grec. 1997, ils étaient en finale contre la Juventus, champions d'Europe en titre, grandissime favori, et ils avaient gagné à l'issue d'une finale incroyable, avec notamment un formidable but de Lars Ricken, qui était un des jeunes attaquants de cette équipe du Borussia Dortmund. Et victoire 3-1, si je me trompe pas. 3-1, absolument, contre la Juve, championne d'Europe en titre, donc vraiment le club à battre. Ensuite, le Borussia Dortmund, dans cette campagne-ci, a battu tous les pronostics. Ils n'étaient pas favoris contre le PSG en demi-finale. Ils ont gagné à l'aller comme au retour, alors qu'ils avaient perdu une de leurs 2 seules défaites en phase de poule à Paris 2-0. Ils ont éliminé l'Atlético de Madrid, vous l'avez dit dans votre présentation, Annie. Ils avaient perdu à Madrid, ils ont renversé la situation au retour. Donc c'est une équipe qui aujourd'hui est capable de renverser des montagnes, qui a cette foi extraordinaire dans son destin. Et puis pour finir,
C'est la 3e finale du Borussia Dortmund. Ils ont gagné la première, ils ont perdu la 2e, donc ils vont gagner la 3e. Rémi, on va venir en détail à ce que va nous dire notamment David Lortolari sur les raisons d'y croire du côté du Borussia. Mais qu'est-ce que vous notez, vous, dans cette équipe du Borussia? Vous aussi, c'est une équipe qui a déjoué tous les pronostics et qui peut surprendre encore? Moi, je ne veux pas jouer au triomphalisme comme les gens peuvent le faire du côté. Oui. Voilà. Je trouve que d'abord, pour qu'ils arrivent là, c'est une équipe qui a beaucoup progressé. Comme d'ailleurs Edin Terzic le dit, le sélectionneur. Vous voyez, quand le PSG les bat, l'entraîneur, quand le PSG les bat, nous sommes en septembre. Et tout le monde dit, ça c'est une équipe qui vraiment, ça ne vaut pas la peine et tout. Ils n'ont même pas le niveau. Et puis, en décembre, on se rend compte que le PSG a des difficultés. Et puis, ils font un match nul, où d'ailleurs, ils ont dominé le PSG. Et puis là, boum, ils sont quand même montés d'une façon incroyable. Et maintenant, quand vous essayez de regarder également au niveau du championnat allemand, vous n'allez pas juste regarder leur position, mais plutôt leur prestation, comment ils sont allés crescendo. C'est-à-dire que... Et notamment le classiqueur, récemment. Oui, ils ont battu Bayern. À Munich. À Munich, 2-0. Et même... c'est eux qui ont été presque les premiers à mettre sérieusement en difficulté Leverkusen. C'est-à-dire que sur les 2 matchs, Leverkusen n'égalisait que dans les dernières secondes, après avoir beaucoup souffert. Donc, pour moi, c'est une équipe qui est joueuse et surtout qui peut aussi piéger dans la mesure où au niveau de la possession, parce qu'elle est déjà convaincus de ses faiblesses. Elles sont défensives parce qu'ils ont une charnière avec des gaillards qui ont de la peine à pouvoir faire quelque chose. Voilà. Sur la vitesse. Donc du coup, la possession, ils vous la laissent. Quand on regarde les statistiques au niveau de la possession en Ligue des Champions, ils sont à 47%. Or, le Real Madrid fonctionne souvent avec des équipes en piquant vers le dos. Donc, ils savent déjà faire cela et on a vu plutôt qu'ils ont réussi à piéger Atlético Madrid qui est quand même la seule équipe qui a fait beaucoup, qui a créé beaucoup de problèmes. Pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup d'atouts, mais quant à dire également aussi, ils ont un autre atout. C'est que quand on regarde les derniers matchs, les dernières coupes, vous vous rendez quand même compte que là, Olympiakos vient de gagner. Vous vous rendez quand même compte que Atlanta n'avait pas gagné depuis 61. Non. Et Atlanta vient déjouer les pronostics. Atalanta vient déjouer les pronostics. Vous vous rendez quand même compte que Manchester City était donné comme l'ogre et devant, ne serait-ce que Manchester United, et n'ont pas réussi à gagner quelque chose. Donc, j'ai dit quand même, nous faisons attention au niveau du Real Madrid. Nous ne faisons pas comme Xavier Barret qui dit, comme ils ont perdu ici, ils doivent gagner là. Lui, il fait des statistiques comme ça, bêtement. Mais sauf que moi, j'ai une seule statistique. J'ai une seule statistique, cependant, que je vais lui dire, c'est que le Real Madrid, en 2021-22, le Real Madrid remporte la Liga 4 journées avant la fin du championnat. Et le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Nous sommes en 2024. Le Real Madrid remporte la Liga 4 jours avant la fin du championnat. Monsieur Xavier Barret, vous pouvez déduire maintenant comme le proverbe africain qui dit clairement que les pirogues passent, mais la rive reste. C'est comme ça le Real Madrid, c'est la rive de la Ligue des Champions. Alors il y a des inondations parfois. Parfois il y a des submersions. Même s'il y a des inondations, la rive reste. Il y a des crues, s'érodent. La rive reste. Alors, il y a une petite chose amusante que j'ai lue en préparant l'émission pour aller dans le sens de Rémi et de ce genre de croyances complètement abstraites. Il y a quelqu'un qui écrivait « Ah, mais alors, les Africains sont les décideurs des 2 dernières finales européennes, puisque Lookman, le Nigérian, avec son incroyable triplé, a permis la victoire de l'Atalanta. Et puis, on a le Marocain, Ayoub El Kaabi, qui, lui, avec son unique but, a permis à l'Olympiakos de l'emporter. Et tout le monde se dit,
Donc Sébastien Haller va faire gagner le Borussia Dortmund. Et ce serait, dans ce cas-là, très certainement en fin de rencontre ou à l'occasion de prolongation. Il rentre en cours de match. Puisqu'on connaît déjà 10 des 11 titulaires au moins, l'équipe étant stable aujourd'hui, il y a peut-être un ailier ou l'autre qui peut jouer, un Adeyemi à la place d'un Malen ou l'inverse, mais on connaît l'équipe de départ. Donc ce serait dans le cas d'une entrée en dernière partie de match. Mais il a fait pareil à la CAN. Mais c'est tout à fait possible. En plus, c'est quelqu'un qui est réaliste, donc il peut entrer, avoir une occasion et marquer. Ce serait une histoire formidable pour lui et pour son club, bien sûr. Alors on a d'un côté de la foi, Xavier a parlé de foi pour Dortmund et je suis d'accord avec ça, de l'autre côté des croyances statistiques improbables de Rémi. Mais je suis d'accord, Annie, par rapport aux atouts que Rémi évoquait, et cette équipe sait comment elle doit procéder. Mats Hummels, qui est un petit peu le chef de la défense, qui est le plus expérimenté, qui va sur ses 36 ans, il les aura en fin d'année civile, a exprimé encore très récemment dans la presse le plan de jeu, c'est-à-dire Dortmund ne va pas se jeter dans la moitié de terrain adverse et avec la lenteur de ses défenseurs centraux s'exposer à des contres incroyables. Donc ils savent à peu près comment se positionner. Et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Absolument. Hummels, c'était l'homme du match quand même, à l'aller comme au retour. Beaucoup dans sa surface aussi, avec le gros brin de chance qu'il a fallu, parce qu'il y a eu 5 ou 6 énormes occasions parisiennes. Mais aussi, ce que je veux dire, pour compléter ce qui a été dit, l'Atlético de Madrid, match aller, pardon. Lorsqu'il y a la réduction de l'écart, il y a 0-2 et ça revient à 1-2, c'est là où le Borussia se dit on a peut-être une campagne incroyable à faire cette saison. Et ça a été dit par les joueurs, ça a été confirmé. Depuis lors, ils ont pris conscience, 2-3 jours après ce match, cette courte défaite à Madrid, ils se sont dit on peut peut-être réussir contre des équipes aussi fortes que nous, plus fortes que nous, des grosses écuries européennes. Et depuis lors, il y a cette confiance qui s'est installée. Et l'idée aussi que pour certains, c'est le moment ou jamais. Un Hummels, un Reus qui a annoncé qu'il arrêtait sa carrière en club. C'est une légende. Qui était déjà là, lui de aussi. Dortmund. Les deux qui étaient là en 2013. Mats Hummels et Marco Reus. Alors, c'est pas seulement la foi qui peut arrêter la virtuosité des joueurs du Real, on en a bien conscience, mais cette équipe est portée par un appétit, une confiance en soi qui a grandi depuis le mois de janvier, disons. Et puis un groupe, une notion de groupe et de jeu, de solidarité. Et Rémi a tout à fait raison, Edin Terzic a progressé lui aussi. Il était un entraîneur très émotif, il était un entraîneur un peu rigide, avec une idée de départ qu'il avait du mal à faire évoluer. Et depuis 2024, il a progressé au contact de ses joueurs, il a appris des matchs qui ont été parfois très frustrants, des points perdus en championnat dans plein de rencontres. Il a appris de ça. Le championnat perdu la saison dernière à la dernière journée. Il a su aussi. Alors qu'il devait être champion. Ils sont pas incapables de gagner la dernière journée à domicile contre Mayence. Et il a dit d'ailleurs que leur début de saison, le fait qu'ils ne soient pas si bien classés cette saison est dû aussi à ce début de saison où ils ont revécu cette mauvaise fin de championnat pendant plusieurs journées. Et on a su aussi, je peux terminer par là si vous voulez, on a su aussi dans l'encadrement, aux côtés de l'entraîneur Terzic, ajouter un Nuri Sahin qui est un homme qui a un esprit offensif qu'on connaissait comme joueur, et Sven Bender aussi, qui était un défenseur majeur de cette équipe, qui sont venus compléter le panel. L'encadrement. Et c'est une preuve de modestie de la part d'un entraîneur de se dire, bon, j'ai peut-être à apprendre encore aujourd'hui. Donc l'équipe est portée un peu par ça, aussi bien sur le terrain que sur le banc. Xavier, on parle beaucoup de ce collectif, on parle aussi de l'entraîneur. Est-ce que dans tous les noms, des grands noms de joueurs finalement, ou ceux qui s'illustrent dans ce groupe, on les citait tout à l'heure, avec Sancho, avec Hummels et Reus, mais il y a encore Sabitzer, qu'on a vu excellent, Emre Can, ou encore cet Adeyemi, là, on le voit sur les images derrière nous, pour ceux qui nous regardent, qui fait vraiment le côté, là, le danger permanent. Karim Adeyemi, c'est celui qu'ils ont recruté à Salzbourg d'ailleurs pour remplacer Erling Haaland quand il est parti à Manchester City. Ouais. Alors c'est pas le même profil de joueur, c'est un joueur beaucoup plus fin, beaucoup moins imposant physiquement, mais qui va très très vite, qui a le sens du but et qui confirme effectivement tous les espoirs placés en lui. Donc avec effectivement la vitesse de Karim Adeyemi, la puissance de Niklas Füllkrug, qui est quand même une révélation tardive, un phénomène assez incroyable, un joueur de deuxième division qui arrive comme ça en équipe d'Allemagne, à Dortmund maintenant titulaire devant Sébastien Haller, puisque Haller était malade. Et blessé. Il y a aussi Doreen Malen, l'international néerlandais. Donc il y a Julian Brandt, qui est quand même un très bon joueur. Il y a beaucoup de solutions offensives.
Et c'est probablement l'atout de Terzic et de ses adjoints, effectivement, parce que Terzic est souvent discuté. C'est pas un entraîneur. Autant Ancelotti est un grand entraîneur, autant Terzic, ça reste encore à prouver. Mais il a su effectivement s'entourer, comme l'a très bien expliqué David Lortolari. Et donc, en s'appuyant sur ces joueurs qui ont les jeunes, qui ont beaucoup de qualité, et les anciens, les cadres qui ont cette expérience, vous avez cité Marco Reus, ce sera le dernier match, Mats Hummels, bien sûr. Oui, il a déjà fait ses adieux au club. Emre Can, qui a joué à la Juventus, qui a joué au Bayern, donc des joueurs qui ont une grosse expérience, et ces joueurs-là, ils encadrent les jeunes, et ils donnent à cette équipe de Dortmund, finalement, qui a été quand même traumatisée par ce titre perdu à la dernière journée l'an dernier, ils donnent cette sérénité qui leur permet d'aborder cette fin de saison avec beaucoup de certitude, finalement. Sarah Lou, des réactions, des commentaires au sujet de ce Borussia? Oui, et puis vous avez parlé donc de Sébastien Haller, beaucoup d'auditeurs disent que le but de la victoire côté BVB sera celui de Sébastien Haller, mais on nous dit également, messieurs, de ne pas oublier que si on va du côté des joueurs africains, le Real a également un grand joueur africain en la personne de Brahim Diaz, le joueur marocain lui aussi, super qui évolue au Real. Voilà, il ne faut pas l'oublier, on nous le dit, on nous le répète. Puis bon, un petit proverbe africain qui vous est dédié, Rémi. Demain, ce sera la chute de la Maison Blanche, nous prédit Strong Ebunga qui nous écrit depuis Kinshasa. Rémi Ngono, calmez-vous, un proverbe africain dit « N'insultez pas un crocodile avant de traverser une rivière ». C'est du classique, c'est du grand classique. C'est bien parce que justement son proverbe nous prouve que les crocodiles ne vivent pas dans des rivières. Donc pour l'instant, c'est quelque chose d'improbable. Toujours quelque chose à dire, Rémi. Non, mais ne vous en faites pas. Alors, Rémi, il y a les grenouilles, les silures, les crocodiles vivent dans la mer. Alors, pour l'instant, les crocodiles vivent dans la mer. Nous sommes dans les fleuves. Revenons. Les crocodiles vivent dans la mer. Sur la rive. Donc là où nous sommes actuellement, par rapport à ce que nous sommes en train de regarder, c'est que j'ai justement dit pas de triomphalisme. Voilà. Mais cependant... Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Rémi, parce que cet ogre meringué, on parle de l'ogre bavarois, mais là on est passé à autre chose. L'ogre meringué... il faut remonter dans le temps quand même pour trouver une finale perdue. Ils en ont disputé, le Real, 17. Ils en ont gagné 14. Ils en ont donc perdu 3. Voilà. Et la dernière perdue, c'était 1981. Et sinon, on a cherché tout à l'heure avec Sarah Lou, il fallait remonter à 1962 et 64. Donc vraiment, c'était dans la mémoire. Et depuis que Florentino Pérez, le tout-puissant et aussi rayonnant président est là, l'homme d'affaires, 77 ans, il va superviser sa 7e finale. Et il n'en a perdu aucune jusqu'à présent. Et donc, c'est ça qui est fou aussi. Rémi, est-ce que... On devrait le faire rentrer. Est-ce que... On devrait le faire jouer. Il a surtout longtemps cherché la décima. Rémi, est-ce que dans ce palmarès, avec ce refrain aussi qu'ils ont inventé, nous sommes le plus grand club du monde, ce favoritisme, j'imagine des bookmakers à Londres, est-ce que ça ne peut pas leur jouer un mauvais tour au merengue? C'est pas le favoritisme, c'est la réalité. Le favoritisme, c'est quelque chose qui le statut de favori, pardon. Le statut favori, c'est ce que vous avez. C'est contrairement à ce que Xavier Barré passe le temps à aller raconter dans des télévisions qui émettent en Afrique, où il dit que seuls, c'est les arbitres qui font gagner le Real. Donc, je lui fais comprendre que, effectivement, quand vous regardez le président du Real Madrid, il a déjà gagné plus que le Barça pendant 115 ans ou 200 ans. Voilà. But refusé à Leipzig, but refusé contre Bayern. Mais quand vous regardez seulement Carlo Ancelotti, lui seul, c'est 4 Ligues des Champions. C'est 4 super... 4 en tant qu'entraîneur oui, et 2 en tant que joueur. Oui, 4 super Coupes d'Europe, sans pour autant oublier. C'est en tant qu'entraîneur, je vous le dis très bien. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience. Ah oui, et quand on essaie de regarder ce club du Real, même quand on est jeune, vous avez vu, il faut aller citer le vieux Hummels comme étant expérimenté. Mais vous oubliez qu'au Real, même étant en train de téter, vous êtes déjà expérimenté dès que vous arrivez là-bas. Mais vous vous rendez compte quand même que... Il y a plein d'exemples, c'est vrai. Mais vous vous rendez compte quand même que Valverde, c'est des enfants. C'est 11 titres. Vinicius, c'est 11 titres. Rodrigo, c'est 10 titres. Oui, mais ils les prennent très jeunes. Kamavinga, c'est 8 titres. 8 titres. Vous vous rendez compte que même Brahim Diaz, qui, personne, voilà, on peut s'imaginer qu'il est au banc, c'est 4 titres. Vous voyez par exemple qu'à peine Jude Bellingham arrive, c'est déjà 2 titres. Donc, c'est quelque chose qui
n'existe pas dans ailleurs. le Barça de Xavier Barré où on joue très bien pour finalement récolter les libellules. On va pas rappeler le palmarès du Barça de Guardiola, par exemple, avec des joueurs tous formés à la Masia. Non, mais donc, si on va sur ce terrain-là, on va s'éloigner de la finale. Ça ne peut pas nous jouer des sales tours. Bien au contraire, c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN. C'est-à-dire que ils ont la tête sur les épaules. Beau mener même le Real. Mais dans les dernières secondes, dans les derniers instants, le Real parvient toujours à trouver la clé. À trouver avoir un penalty, avoir un but refusé à l'adversaire. Il parle de penalty, de but refusé. Il faut savoir que la Ligue des Champions, Xavier Barré, contre le Bayern en demi-finale, le match s'arrête juste avant que le ballon rentre dans les buts. C'est dommage. Écoutez, c'est bizarre. Ça tombe tellement bien pour le Real. Xavier Barré, sache que pas vrai. tout ce que vous êtes en train de faire là, il y a un le ballon était pas au fond des filets. La poule. C'est comme par hasard. A beau crier dans tous les toits, mais elle vient toujours pondre l'œuf dans sa maison. C'est la maison blanche qui est la maison des trophées, la maison de la Ligue des Champions. Ce n'est pas la maison de l'arbitrage. Vous êtes dans la maison des cris de lamentation. On va pas rappeler toutes les erreurs d'arbitrage de la saison qui permettent au Real Madrid d'être en finale cette année. David Ortolari, comment vous voyez cette rencontre, vous, et comment vous voyez le Real? Parce que, évidemment, rien que le mot impressionne, rien que le nom. Rien que les logos et tout ça. Mais comment vous le voyez sur le plan du jeu? On a des indices avec des équipes qui ont des profils très différents. Le Real avait souffert contre Leipzig. Xavier en disait un mot à travers l'arbitrage. C'était une équipe très rapide devant et on peut peut-être trouver un point commun avec un Real qui aurait tout de même quelques difficultés à contenir des joueurs offensifs rapides. C'est peut-être un petit indice. Contre le Bayern, c'était encore tout à fait autre chose parce qu'il y a un avant-centre qui centralise toute l'attention. C'est pas tout à fait le cas à Dortmund malgré tout, même si Füllkrug a été décisif cette saison, mais c'était une occasion. Donc c'est difficile de savoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est-à-dire que Dortmund sait comment procéder, c'est comment éviter que Vinicius, Rodrigo dévore l'espace, parce que ça, ce serait évidemment suicidaire, malgré le talent du grand gardien suisse Kobel. Donc Dortmund va pas se jeter, va pas chercher à absolument avoir le ballon. Peut-être qu'on va avoir ce qu'on appellerait un round d'observation à la boxe qui peut durer un bon moment. Moi, je suis plutôt... je trouverais assez logique un score qui reste assez étriqué pendant un bon moment de la partie. Ce qui est amusant et intéressant dans ce match, c'est Bellingham. Bellingham, il a 20 ans. Bon, alors, il a déjà gagné des trophées, mais là, il est à la recherche, lui, de sa première Ligue des Champions. L'année dernière, il est anglais. Donc, il a déjà 29 sélections. Il va jouer à Wembley, dans son jardin, en gros. Il a joué l'année dernière en milieu de terrain avec le Dortmund. Et là, il se retrouve avec le Real Madrid. Rien qu'à lui seul, c'est le résumé de cette finale. Oui, mais c'est un phénomène. Bon, on l'avait vu en début de saison très performant avec le Real. Il est un petit peu moins efficace depuis quelques semaines maintenant. Il a été blessé. Il a été blessé, il a beaucoup donné. Bon, c'est un joueur assez extraordinaire. D'ailleurs, si le Real laisse partir Toni Kroos, dont ce sera le dernier match d'ailleurs en club, c'est aussi parce qu'ils ont trouvé son successeur avec Jude Bellingham, qui c'est vrai est un joueur formidable et qui connaît bien Dortmund pour y avoir passé 3 saisons. Mais que Dortmund connaît bien aussi. Donc c'est assez fréquent maintenant que des joueurs passent d'un club à l'autre et se retrouvent face à leurs anciens coéquipiers. Je vous donne aussi un petit indice, Xavier Barré, comme vous êtes très content là. Vous savez, le Real Madrid est parti avec Cristiano Ronaldo au Portugal disputer la Ligue des Champions, qui a gagné, Real Madrid. Le Real Madrid est parti avec Gareth Bale, Pays de Galles, disputer la Ligue des Champions, qui a gagné. C'était Real Madrid. Real Madrid part avec Jude Bellingham. À Londres. Bon, d'accord. En même temps, le Real Madrid a des joueurs de... Le Real Madrid a des joueurs de prendre beaucoup de vin. De toutes les nationalités. De toutes les nationalités. Donc c'est... Il y a bien du triomphalisme. Non, mais je me souviens... Non, ça c'est pour Xavier Barré, parce que là, lui... Il y a quelques années, au moment du tirage de la Coupe du Monde, ils avaient fait une conférence de presse, le Real de Madrid, et il y avait, je crois, 8 nationalités représentées pour que la presse internationale puisse avoir les réactions de tous les internationaux du Real Madrid, en tout cas un par nationalité, sur le tirage au sort de la Coupe du Monde. Bon, Restons terminons sur Toni Kroos, parce que Toni Kroos, 10 ans qu'il est là. Il est arrivé avec le titre de champion du monde. Il avait remporté la Coupe du Monde
au Brésil, en 2014, au Brésil avec l'Allemagne. Et là, il quitte le club. Il le laisse partir, vous dites, parce que c'est l'heure. Il était en fin de contrat. Alors, il faut rappeler une chose, c'est que, et là, le Bayern peut se mordre les doigts, c'est qu'effectivement, Toni Kroos avait réclamé à l'époque une réévaluation salariale qu'il n'avait pas obtenue à Munich, et il a dit, puisque c'est ça, je m'en vais. Et il est parti au Real, et il a fait toute sa carrière, l'essentiel de sa carrière de joueur. Et quand il était en fin de contrat, il y a 4 ans, c'est Zidane qui avait insisté pour qu'il re-signe avec des conditions extrêmement avantageuses, alors que certains dirigeants du Real estimaient qu'il était terminé, qu'il était fini. Et donc, ils ont eu raison. Lyonnais avait déclaré il n'est plus adapté au foot moderne. Je crois qu'il doit regretter ses propos. Oui. Et puis c'était 25 millions d'euros que le Real avait dépensé pour le faire venir. C'était quand même une somme assez réduite. Belle affaire. Belle affaire. Il va s'arrêter, il va... Oui, parce que... Qu'est-ce qu'il a envie de faire ? De ce qu'on a compris, Annie, ça fait partie de ces joueurs, ça peut être dans d'autres sports aussi, on a des exemples célèbres, qui souhaitent arrêter en ayant conscience que peut-être l'apogée est là, l'apogée est en train de passer, et qui ne veut pas se montrer sous un jour plus faible ou sous un jour moins concurrentiel. Il ne veut pas faire son Cristiano Ronaldo, quoi. Il ne veut pas faire l'année de trop. Donc il y a ce match, il y a l'Euro quand même qui va être une compétition pour lui assez dévorante, parce que c'est sur le sol allemand, donc assez dévorante aussi en énergie psychique. Donc on peut comprendre ce souhait de s'arrêter avec 2 trophées, et là ça irait dans le sens de Rémi, bien sûr. C'est très allemand, ça. Très allemand d'arrêter sa carrière assez tôt. Mathéus l'a pas fait, par exemple. Oui, c'est l'exception. D'ailleurs, ça s'est terminé en... environ à 30 ans. Oui, ils arrêtent assez tôt, souvent. Rémi, on espère en tout cas de Toni Kroos peut-être une passe aussi lumineuse que la dernière fois dans le match où ils avaient éliminé le Bayern. Hein. Manchester City. Manchester City, pardon. Toute sa carrière avec le Real Madrid, c'est 92% de passes réussies. Oui, donc, à ce poste-là, au cœur du jeu en plus. Vous vous rendez compte. Et le problème, c'est que, et puis l'avantage, c'est que ces passes ne sont pas par derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi de simples passes latérales, c'est parfois souvent des passes transversales. C'est-à-dire qu'après lui, il n'y a que, par exemple, Modric qui peut le faire, mais sauf que Modric, c'est à 20 mètres, 17 mètres avec l'extérieur du pied, mais lui, c'est une précision chirurgicale. Donc c'est quelque chose que le Real aura de la peine à remplacer. C'est un grand joueur, c'est un monument, mais il faut toujours partir à temps avant qu'il soit trop tard. Pas comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lui, il est parti après la Ligue des Champions. Il est encore parti remporter ailleurs. Et il vient de remporter, continue à rempiler, mon cher ami. Vous disiez qu'il y a un plan anti-Kroos. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, le Borussia Dortmund a regardé les matchs du Real. Mats Hummels a d'ailleurs confirmé, lui, qu'il regardait systématiquement tous les matchs du Real depuis bien longtemps. Exactement. Mais surtout en ce moment. Et Terzic va demander à Marcel... Et Hummels aussi. Terzic l'entraîneur va demander à Marcel Sabitzer, qui est un joueur qui ne rechigne pas à faire des efforts, de venir mordre les mollets de Toni Kroos. Ça sera une clé de la rencontre. Bon les amis, voilà, les hostilités sont lancées sur la page Facebook de Radio Foot aussi, Sarah Lou. Oui, plus que lancées, la bataille fait rage, puisque de plus en plus de supporters du BVB, ou en tout cas d'opposants au Real Madrid, se font connaître. Les gens qui aiment le football. C'est-à-dire les gens qui aiment le football. Manchester City. Tout le monde contre. Tout le monde contre le Real Madrid. Mais Rémi, la vous savez, un seul lion dévore un troupeau de moutons. En tout cas, Trésor Rocco nous écrit depuis Pointe-Noire et il nous dit c'est avec ce même excès de confiance, vous qui parlez de non-excès de confiance, en tout cas on parle d'excès de confiance sur la page Facebook, que le Real s'est fait éliminer par le Borussia Dortmund 4-1. C'est un match difficile pour le Real, mais bon, ça reste une finale tout de même. On vous supporte quand même, Rémi. J'aimerais vous lire ce commentaire d'Atemba Akakime, qui nous écrit depuis Lomé. Demain, je vais prendre le risque de m'habiller en maillot du Real au travail, même si je me fais virer. C'est pas le moins élégant de tous. Non, effectivement. En tout cas, cette finale sera donc à suivre sur RFI en intégralité avec Cédric de Oliveira en direct de Londres. On l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y était. Martin Guez et Naïm Moniol seront ici en studio à Paris pour le soutenir. On continue, on va rester entre football allemand et Bayern et Bundesliga. Servus, FC Bayern fans. This is Vincent Kompany. Ich muss noch ein klein bisschen mein Deutsch üben.
My feeling, my energy is really positive and hopefully give everything that the fans love to see about the club. Peace out. Alors, à l'issue d'une saison où, pour la première fois, le Bayern, depuis bien longtemps, le Bayern n'a pas été sacré champion d'Allemagne. Alors, l'année dernière, c'était passé juste et cette année, c'est pas passé du tout. Voilà les Bavarois lancés dans un nouveau pari. Et on aimerait bien vos lumières, David, parce que hier, ils ont intronisé, pour ceux qui nous regardent toujours, il y a les images de Vincent Kompany en chemise blanche, lui aussi, tiens, est-il pro-Real qui hier, là-bas, du côté de Munich, faisait ses premières déclarations. Est-ce que c'est une grosse surprise, David Lortolari ? Parce que est-ce que surtout ce choix vient du fait qu'il y en a beaucoup qui ont dit non, nein, au Bayern Munich. Et je pense à Xabi Alonso, je pense à Hansi Flick, je pense à Rangnick. Alors, c'est pas une surprise, nous dit-on. Le directeur sportif a expliqué que ça faisait un moment qu'il s'intéressait à cet entraîneur et qu'effectivement, on peut énumérer quelques raisons qui puissent on va les énumérer. nous faire imaginer que ça puisse coller. Mais c'est une surprise de l'extérieur, c'est évident. J'ai sondé, moi, mais je ne suis pas le seul, plein de supporters du Bayern, des gens qui suivent le Bayern depuis des décennies, et ils n'attendaient pas que ce nom-là sorte du chapeau. Donc, alors, après, ça n'est pas incompatible avec le fait que les Bavarois aient cherché à tirer plusieurs ficelles depuis quelques semaines, depuis quelques mois, pour trouver le bon entraîneur. Mais c'est une surprise énorme en Bavière, et les gens se disent à la fois... Ah, ça peut être bien parce qu'on tente un pari et ça ne peut être que positif si ça marche pour lui, pour le club. Et ils se disent quand même malgré tout, ah bah Vincent Kompany, on s'attendait à tout sauf à lui. On s'attendait à un entraîneur chevronné, on s'attendait à quelqu'un germanophile. Il l'est, mais pas complètement parce qu'il vient de Belgique. Voilà, donc c'est une surprise pour les Allemands. Et je pense qu'un Bayer Leverkusen ou un Dortmund, pour ce qui est des supporters, se disent, ah, peut-être qu'on va encore pouvoir profiter d'un Bayern prenable la saison prochaine. Xavier, on imagine qu'ils imaginent que peut-être que ça va être un Xabi Alonso bis, pourquoi pas le Belge. Mais surtout, on se dit, il y a 2 ans, ils ont recruté Julian Nagelsmann et qu'ils ont viré il y a 1 an à peine, enfin un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an avec Tuchel qui est arrivé a fait un peu plus. Ah oui, il a fait un peu plus, oui. Un peu plus d'1 an. Bref, ils l'ont viré pour remettre, je dirais, quelqu'un de plus... Ils étaient prêts à le faire revenir d'ailleurs. Il était aussi sur la liste, Julian Nagelsmann. Oui, et il a dit non aussi. Donc, bon, alors... C'est un pari. Oui, c'est un pari. Alors, c'est pas complètement insensé quand on regarde le parcours de Vincent Kompany, qui a été longtemps capitaine de Manchester City sous la coupe de Guardiola. Guardiola de lui-même dit que ce sera son successeur chez les Citizens. Donc, il a fait du très bon travail à Burnley, qu'il a fait monter en changeant complètement la philosophie de jeu de ce club, qui était auparavant une équipe typiquement britannique et qui est devenue une équipe qui jouait bien, qui n'a pas pu se maintenir. C'est difficile maintenant de se maintenir en première ligue. Le gap entre première et deuxième division. Mais qui a fait une belle saison quand même. Et donc, aujourd'hui, Kompany, pourquoi pas, comme vous disiez, pourquoi pas faire un coup à la Xabi Alonso avec Leverkusen. Mais la seule réserve que j'ai, c'est qu'au Bayern, vous avez des grandes stars du foot. C'est beaucoup plus difficile de leur imposer votre vision. Mais il a été un grand joueur quand même. Mais il a été un grand joueur. Il a été un grand joueur. Il a été le capitaine notamment pendant longtemps de cette équipe de Manchester City. Rémi, vous êtes surpris, vous, par ce choix ? Très surpris dans la mesure où, justement, si aujourd'hui on a eu des problèmes avec Nagelsmann, c'est parce qu'il n'a pas réussi à s'imposer devant certains joueurs qui étaient déjà des cadres. Donc, mais il avait peut-être pas un palmarès de joueur, lui. Non, mais surtout, quand il vient d'Offenham et consorts, il avait déjà un palmarès d'entraîneur. Quand les Mourinho et consorts se font respecter, donc il avait déjà une expérience. Sauf que là, vous avez quelqu'un qui a 38 ans, qui vient de jouer avec le Roi Sané, qui vient d'affronter Müller, qui vient d'affronter Kane, et après il va s'asseoir là pour dire, bon, il savait, voilà. Donc, à une certaine période, lorsque je vois les échecs de Nagelsmann, qui manquait de maturité, et un homme de 38 ans qui n'a rien remporté, eh bien, malheureusement, le Bayern est en train de traverser une période de turbulence, et comme le dit un proverbe africain, on va se débarrasser du parapluie après la pluie. Sarah Lou, rapidement, avant les cartons. Oui, quelques commentaires assez mitigé dans les commentaires. Surpris aussi. Autant, de la surprise, autant on nous écrit du Cameroun, Michel, qui nous dit que Kompany est un joueur qui a une très bonne philosophie. Il pense qu'il fera 2 très bonnes choses dans le club allemand. Mais Smey Molo Gaba, qui nous écrit de Bangui, qui nous dit un grand joueur ne fait pas un grand entraîneur. Et donc, il craint la chute du Bayern. Allez, on file vite vers les cartons.
Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, vos cartons sélectionnés par Saliou Diouf. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot, moi c'est David, je vous suis depuis Paris, grand supporter de Barcelone. J'adresse un carton vert à Hansi Flick pour sa nomination à la tête du Barça. On espère qu'il saura nous apporter ce souffle nouveau-là afin que nous puissions réduire notre blason et reprendre notre place de leader en Espagne et en Europe au détriment du petit Real de Rémi Gono, parce que il faut le dire, l'amusement a assez duré et il est temps pour le Barça de reprendre sa place. Merci. Bonjour la famille, moi c'est William depuis Douala, Cameroun. Aujourd'hui je donne un carton rouge à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, qui a engagé un bras de fer avec le gouvernement en ce qui concerne la désignation d'un sélectionneur. Et j'aimerais lui faire comprendre qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit plus de ça, mais il s'agit de comment préparer nos futures rencontres afin que notre équipe triomphe. Et j'aimerais également qu'il comprenne qu'il doit arrêter avec ce comportement condescendant qu'il a toujours caractérisé. Mon carton, il est vert. Vert d'encouragement à son excellence, Monsieur le Président de la FECAFOOT, Monsieur Samuel Eto'o fils. Sois fort. C'est Yassole Kabier depuis Lomé, Togo. Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est vert adressé à Ademola Hatrickman. Quelle performance exceptionnelle et vieille de moins de 50 ans. Tout simplement classe. Je m'appelle Colin Dibondo, je suis en République démocratique du Congo à Kananga. J'adresse un carton jaune à Xabi Alonso et au Bayern Leverkusen. Ils ont été invincibles en Allemagne, mais Xabi Alonso et ses joueurs ont pensé que cela suffisait pour gagner la Coupe d'Europe. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. Je pense qu'ils sont en apprentissage. Coup de chapeau quand même, mais carton jaune. Assalamu alaikum mesdames et messieurs, moi c'est Ali Abbas en direct de la République centrafricaine Bangui, la capitale. Nous avons 2 cartons verts à vous proposer. D'abord le premier carton, c'est en direction de l'équipe lyonnaise dont au début de la saison le ciel était très nuageux, mais l'équipe a pu s'en sortir en sortant 6e. Notre deuxième carton vert qui va directement à l'Olympiakos de l'équipe Grèce qui vient tout juste de remporter son premier Coupe d'Europe de l'histoire. Vraiment félicitations à eux. Bon, Radio Foudabo. Salut Rémi. Salut. Bonjour, moi c'est Baye Makumba Diop depuis le Sénégal. Ceci est un carton vert de souvenir. Chers amis, aujourd'hui on est le 31 mai 2022. Figurez-vous qu'il y a 22 ans, jour pour jour, le Sénégal battait la France à match d'ouverture de Coupe du Monde. Ce fut un jour historique pour le football sénégalais. Et toutes mes pensées à feu Pape Bouba Diop, l'auteur du but qui a libéré tout un peuple. Paix à son âme. C'est Joao Sampassa depuis la RDC. J'aimerais adresser un carton vert à mon équipe, les tout-puissants Mazembe Anglebert de Lubumbashi, pour avoir remporté pour la 15e fois les championnats nationaux. Merci beaucoup pour tout ce que notre président Moïse Katumbi a fait dans ces clubs. L'équipe de football grec, l'Olympiakos de Pirée, vient de remporter pour la première fois de son histoire une Coupe d'Europe. Et ce, grâce à qui? Grâce notamment à l'attaquant des Lions de l'Atlas, El Kaabi, qui a marqué le seul but de la rencontre au bout de la nuit, devenant ainsi le meilleur buteur d'une phase finale de Coupe d'Europe, devançant des attaquants comme Radamel Falcao, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Chapeau à lui. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Coucou RFI, moi c'est Patrick depuis la ville de Cologne en Allemagne. J'adresse un carton rouge aux dirigeants du football camerounais qui sont la FECAFOOT et le ministère. Ça fait déjà 2 mois que l'entraîneur Marc Brice a été nommé en remplacement de Rigobert Song et depuis là on ne fait que parler des choses extra-sportives, des vidéos invraisemblables sont déversées sur la place publique et le football quant à lui est dans la rue. Personne ne peut vous dire aujourd'hui quel est le système de Marc Brice, le 4-4-2, le 3-5-2-1, le 1-1-1-1-2. Personne ne sait, on ne fait que parler des choses extra-sportives qui n'ont rien à voir avec le football. Salut Radio Foot International, moi c'est Isidore Amouzon, je suis togolais résident en République du Bénin. Alors aujourd'hui je donne un carton vert et blanc comme la couleur de mes blues à Radio Foot International pour toute la joie que vous nous procurez à nous et à nos patients qui ne cessent de vous réclamer tous les vendredis soirs. Bonne émission. Sympa. Vous êtes adorables et nous aussi on vous met un carton vert tout le temps par la pensée à tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent parce que c'est avec passion qu'on le fait mais c'est aussi pour vous et grâce à vous. Allez, premier carton, Sarah Lou, vous êtes assise à la place de Frédéric Suto qui préfère être à Roland-Garros cette semaine que de rester avec nous. Du coup, on est un peu à Roland-Garros malgré tout. Mon carton il est vert cette semaine. Donc
On vous parle énormément de tennis cette semaine depuis quelques jours sur RFI, parce que c'est Roland Garros. Donc je ne vais pas vous parler de Nadal ou de Jabber, rassurez-vous. On va parler du Paris Saint-Germain. Le lien, il n'est pas évident entre tennis et Paris Saint-Germain, mais il existe grâce à une joueuse de tennis française. Elle s'appelle Chloé Paquet. Elle vient de franchir le second tour du tournoi. Mais pour cela, elle a remercié Asensio, Lucas Hernandez ou encore Gonzalo Ramos. Pas les joueurs, mais ses raquettes, parce que souvent les joueurs de tennis, ils numérotent leurs raquettes. Elle leur a donné des noms de joueurs du Paris Saint-Germain, parce que c'est son club. Je crois qu'elle a été éliminée aujourd'hui. Ah bon? Arrêtez, je ne veux pas savoir. On ne parle pas de ça. Rémi, c'était la belle histoire que je racontais, pas la suite. Voilà. Donc dédicace à Chloé Paquet qui carton vert. Voilà, carton vert. Rémi, vous aussi carton vert. On a des cartons verts d'ailleurs aujourd'hui. Carton vert au plus grand joueur du monde, Cristiano Ronaldo. C'est pas le plus jeune en tout cas. Ah oui. Il faut le tacler. 39 ans. Et vous vous rendez compte que devant tous les nouveaux, là, les gens subventionnent. Le gars, il a planté 35 buts, 11 passes décisives dans le championnat Saudi Pro League. Vous vous rendez compte? Non, on se rend pas compte, Rémi. Mais donc, aujourd'hui... C'est son 10e fois qu'il lui donne cette saison. Allez, attendez, il a remporté dans tout, partout. Hein, allez, Rémi, il est allé. aux autres. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que le vieux buffle continue à brouter l'herbe fraîche. David Lortolari, rapidement. Aurélien Tchouameni et David Alaba sont dans le groupe du Real, bien que blessés. Et moi, ça me fait plaisir, ce genre de choses. Ça me permet de faire une sortie rapide sur l'Euro, puisque David Alaba accompagnera l'équipe d'Autriche aussi à l'Euro, et j'aime bien qu'il y ait des mascottes dans les groupes, des joueurs qui ont fait une partie de la saison, qui sont blessés, qui ont rendu service, qui sont blessés et qui restent dans le groupe pour une finale comme ça, c'est très sympathique. Et même Lounine, qui est grippé, il fera le voyage à part, mais il sera là aussi à Wembley. Il a les entraînements. C'est un bon esprit. Même si c'est Courtois qui jouera sûrement. Xavier. Oui, carton vert, parce que pendant qu'il y a la finale de la Ligue des Champions en Europe, il y a la fin du premier tour de la Libertadores, la Ligue des Champions d'Amérique du Sud en Amérique latine, en Amérique du Sud, et je suis désolé Annie, mais votre club préféré, Flamengo, n'a pas terminé premier de sa poule. Il a été devancé par Bolivar, un club de Bolivie. Oui, Bolivar de Bolivie, qui a gagné sa poule et qui a fini avec 13 points et qui va donc jouer la suite de la compétition. C'est assez rare pour être signalé. Eh bien, la Radio Foot donne aussi un carton à un Sud-Américain. Il s'agit de Cavani, Edinson Cavani, qui hier soir a raccroché, plus international, mais il continue à jouer avec Boca Juniors. Le Matador. Le Matador, deuxième meilleur buteur de cette sélection uruguayenne et du Paris Saint-Germain. Allez, bon week-end à tous. Merci et à la semaine prochaine.